Je vais lancer aujourd'hui la deuxième vidéo, toujours la géologie. On va essayer de finir le premier exemple des chaînes de montagne qu'on a commencé lors de la première vidéo. Le premier type, on a dit qu'il s'agit de de chaînes de subduction. Ce qu'on n'a pas encore dit à ce niveau-là, c'est qu'on s'est arrêté hier à la structure microlithique de la roche qui va se refroidir d'une manière échelonnée. Et ce refroidissement va nous donner, bien sûr, qu'on a l'andésite. Et on a dit que la structure microlithique, c'est-à-dire qu'il y avait des macrocristaux, des microlithes et du verre, c'est-à-dire une pâte vitreuse. Mais il se peut que ce magma ne trouve pas l'occasion de sortir en un seul coup. Il va chercher bien sûr des fractures par lesquelles il va essayer de faire surface. Et comme ça, il va trouver des difficultés afin d'apparaître près ou proche de la surface. Comme ça, on aura une autre roche qui serait cristallisée entièrement. Et cet état, on l'appelle une structure grenue, c'est-à-dire que tous les cristaux sont presque de même taille. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de microlithes. Et l'amas de roche qui va être près de la surface, soit qu'elle va former ce qu'on appelle des granitoïdes ou des granodiorites. Autre chose, c'est que l'andésite, comme on l'a dit lors de la première vidéo, l'andésite, ça génère à partir de cet endroit. On a dit que par là, il y avait un dégagement d'oxygène, une évaporation. Cette évaporation va permettre une fusion partielle de la péridotite. Cette péridotite qui est là, au niveau du manteau supérieur, va être mélangée avec le basalte et le gabbro qui est au niveau de la croûte océanique. Et en même temps, ça va être mélangé avec le granit qui constitue la roche essentielle, principale de la croûte terrestre. Et comme ça, on aura une roche qui serait intermédiaire entre la roche d'origine océanique et la roche d'origine continentale. Maintenant, on passe au document 4 que vous voyez à côté de moi affiché sur l'écran. Je vais le lire et ça va nous donner les caractéristiques tectoniques de la partie ou des chaînes de subduction. Déjà, on a dit que la subduction, il s'agit d'un enfouissement de la lithosphère océanique sous la continentale. Et, bien sûr, un rapprochement entre les deux lithosphères. Maintenant, on va voir les données du document 4. Je vais vous lire le document et on essaiera de trouver les réponses ensemble. Les deux figures ci-dessous représentent deux coupes géologiques de la formation des Andes, c'est-à-dire les chaînes des Andes qui caractérisent l'ouest des deux Amériques. Légendez ce document. Vous remarquez qu'on a
la flèche numéro 1 presque à cet endroit, la flèche numéro 2 juste en dessous. Donc déjà, on est là sur le continent, c'est-à-dire la croûte continentale. En dessous, c'est le manteau supérieur. On peut toujours dire que 1 plus 2, ça nous fait la lithosphère continentale. La 3, elle est commune entre les deux parties. Et ce qui est sous le manteau supérieur, c'est l'asténosphère. Donc 3, c'est asténosphère. Pour la 2, ici, c'est le manteau supérieur. Puisqu'on a refait la même flèche, le même numéro, donc ça devrait avoir le même nom, comme on a l'habitude de le remarquer toujours. Pour la 4, on voit que la 4, c'est au niveau du Pacifique. Donc, ça serait la croûte océanique. Pour la 5, déjà la 5 ici, l'endroit où il y a enfouissement de la lithosphère ou de la croûte océanique, déjà on l'a appelé fosse. Et au niveau de cette fosse, on va la revoir après, c'est-à-dire le 6 en dessous. Le 6, on voit au niveau de la fosse, quelque part, si on fait une coupe, quelque part on trouve la fosse directement, quelque part autre, on trouve que cette fosse est un peu comblée, remplie de sédiments, de débris de sédiments qui ont été sédimentés sur la croûte océanique. Et cette croûte océanique, tout en s'enfonçant sous la continentale, elle va être écaillée. Et ces débris, ces sédiments vont être emprisonnés là. Ils vont former ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. Prisme d'accrétion qui remplit la partie de la fosse océanique. Donc ça, c'était la légende. On l'a vite fait. En expliquant les données des documents précédents et les données des deux coupes géologiques déterminées, l'enchaînement des événements et les étapes de la formation des Andes. Alors, maintenant, on va récapituler et on va essayer d'avoir une idée générale sur ce qui se passe au niveau de la formation, c'est-à-dire les étapes géologiques lors de la formation des chaînes de subduction. La première des choses, c'est qu'il y a un rapprochement de la plaque océanique Pacifique, l'exemple qu'on étudie, et la plaque sub-américaine, sous l'effet toujours de la tectonique des plaques. Puis, à partir de ce rapprochement, et en résultat de ce rapprochement, il va y avoir un enfouissement de la lithosphère océanique qu'on l'a caractérisée par la plus dense par rapport à celle continentale, même si elle est plus mince, moins épaisse, elle est plus dense. Puisqu'il y a confrontement entre les deux, c'est la plus dense qui va s'enfuir, qui va subir un enfouissement sous la lithosphère continentale, qui est la moins dense. Au cours de cet enfouissement, les sédiments, comme on l'a expliqué là, les sédiments marins qui recouvrent la lithosphère océanique sont écaillés, comme je l'ai dit tout à l'heure, séparés et tectonisés, formant un prisme qu'on appelle un prisme d'accrétion.
Et tout en s'enfonçant vers les profondeurs, on a dit que la profondeur, elle est caractérisée d'abord par une pression plus importante et une température encore plus importante, ce qui va favoriser la libération de l'eau. Donc, sous l'action de cette libération d'eau et l'augmentation de pression et de température, tous ces ingrédients vont favoriser la fusion partielle de la péridotite, qui constitue déjà le manteau supérieur de la plaque chevauchante, c'est-à-dire la plaque qui monte, hein, et la formation d'un magma en profondeur qui va donner un volcanisme andésitique à la surface qu'on l'a caractérisé par explosif. Sinon, on va trouver, ça ne donne pas des volcans explosifs, et ça trouve par exemple des obstacles afin d'arriver ou d'atteindre ou de se rapprocher de la surface, ça va donner des batholites, c'est-à-dire des amas, des batholites qu'on appelle des batholites de granitoïdes ou des batholites de granodiorite. Donc la succession des forces de compression entraîne des déformations, comme vous le voyez sur le document toujours 4. Vous voyez que la croûte continentale n'est pas uniforme, elle n'est pas plane, elle n'est pas uniforme. Ça se trouve des déformations sur cette croûte. C'est-à-dire que ces compressions vont déformer les roches sédimentaires qui s'y trouvent. Et ces déformations, soit qu'elles sont simples, souples, ça donne des plis, qu'on va voir dans un chapitre à part, ou des déformations cassantes qu'on appelle des failles. L'épaississement et le raccourcissement de la croûte continentale entraînent la formation, enfin, de la chaîne de subduction. Donc, en conclusion, les chaînes de subduction résultent d'un phénomène de subduction, c'est-à-dire l'enfouissement d'une lithosphère océanique qui est plus dense sous l'autre continentale, la moins dense, suite aux forces de compression résultant du rapprochement des deux plaques. Comme ça, on a fait la conclusion des chaînes de subduction. Maintenant, on va passer la deuxième partie plutôt le deuxième exemple des chaînes récentes, des chaînes de montagne récentes, et on va aborder les chaînes d'obduction. Maintenant, on va voir le document 5. On va l'étudier ensemble, au fur et à mesure, et on va essayer de comprendre comment ça se passe lors de la formation des chaînes d'obduction. Sachant qu'on a un seul exemple bien clair au monde, c'est celui des chaînes d'Oman. On va prendre le document 5 comme vous le voyez sur l'écran. La figure 1 montre la localisation de la chaîne d'Oman, située au sud-est de la péninsule arabe. Et la figure 2 représente une coupe géologique dans la chaîne d'El Hajjar à Oman. Recherchez à partir de la figure 2 les caractéristiques tectoniques. Donc, la tectonique, c'est quoi? C'est les déformations. Et pétrographique, on l'a dit sur l'autre vidéo, pétrographique, tout ce qui est en rapport avec les roches, la structure, la constitution, etc. de cette zone. Donc, si on reste là,
في هذا l'exemple هذا شنو هما les structures qu'on a déjà si on jette un coup d'œil on va trouver qu'il y a du gabbro, du basalte, des péridotites, tout ça avec un affleurement, c'est-à-dire qui sont déjà à la surface, sachant que le gabbro et le basalte, où est-ce qu'on les a vus auparavant? Ça forme la croûte océanique, c'est au fond. Péridotite, même chose, c'est le manteau. Mais qu'est-ce que ça vient faire tout ça sur une partie du socle continental formé de granit. C'est-à-dire là, quand vous voyez des plus sur une carte géologique, c'est un signe de granit. Hein. On a dit que le gabbro-basalte péridotite, radiodiorite, comme vous allez le voir sur notre document, les radiolarites, pardon, ce sont des sédiments caractéristiques du milieu marin. Alors, on a tout ce qui est caractéristique du milieu marin qui est en affleurement à la surface. Ça pose un problème. Bien. D'autant plus, les caractéristiques toujours, maintenant, tectoniques. Tectonique, comment on voit les couches? Il n'y a pas de couche horizontale. Comme vous le voyez, toutes les couches qui s'y trouvent sur cette coupe, soit qu'elles sont plissées, c'est-à-dire qu'ils ont eu une déformation souple, des plissements, ou il y a des cassures, c'est-à-dire des failles. Alors, ces deux types de déformation jugent que cette zone a subi une compression. Bien. Le point d'interrogation qui reste, comment ce matériel d'origine océanique a pu faire son affleurement sur le matériel continental. On va essayer de voir tout ça après. La chaîne d'Oman, je continue bien sûr après la question 1. Donc les structures, pour répondre à la question, les structures tectoniques sont la présence des plis et des failles. Et je ne voulais pas dire ça tout à l'heure, mais il faut le dire, puisqu'il y a un matériel qui est un petit peu bizarre, étranger. Par exemple, si vous voyez le socle continental ancien, on trouve du granit, etc. Puis après, on trouve un amas de péridotites, soi-disant étrangères, sur l'ensemble des roches qui se trouvent au-dessous. Puis, en dessus, on trouve du gabbro et du basalte. On se dit que ces deux types de roches ont chevauché, sur des roches anciennes. Ainsi que le chevauchement, ça constitue l'amas de roches qui, entre elles, témoigne qu'on a ce qu'on appelle une nappe de charriage. Une nappe de charriage, c'est un ensemble, on va voir tout de suite la définition bien claire, mais en gros, une nappe de charriage, c'est un ensemble de roches qui ont chevauché, qui se sont déplacées de leur milieu d'origine vers un autre milieu nouveau. C'est-à-dire, on les appelle des alloctones vers une zone ou sur des roches qu'on appelle des autochtones. Donc les roches d'origine
qui sont restés sur place, on les appelle des roches autochtones. Ceux qui se sont déplacés, les blocs bien sûr, je parle des blocs de roches. Les blocs de roches qui se sont déplacés, ils ont formé une nappe de charriage qui forme en elle-même, qui forme un bloc alloctone. Bien. Maintenant, la chaîne d'Oman est le plus grand affleurement d'un complexe de roches appelé complexe ophiolitique. On a mentionné ça lors de la première vidéo. Le complexe ophiolitique, on l'a dit, c'est un ensemble de roches magmatiques qui caractérise la croûte océanique. À chaque fois on trouve le complexe ophiolitique, ça veut dire automatiquement qu'il s'agit de roches ou de couches qui se sont formées au fond des océans. La figure 3, comme vous le voyez, ça montre un ensemble, un complexe de roches ophiolitiques. C'est ce qu'on appelle une colonne stratigraphique de l'ophiolite d'Oman. Il faut retenir ça, il faut retenir même cet enchaînement de roches, c'est-à-dire au fond on trouve les péridotites, comme vous le voyez, sur lesquels on trouve du gabbro, puis le complexe filonien, où on appelle filon de dolérite, sur lesquels on trouve du basalte en coussin, qu'on a déjà appelé pilolava, et enfin les sédiments océaniques qu'on a vus tout à l'heure, les radiolarites. Et ces radiolarites, si vous voulez, si j'ose dire, on peut revenir un petit peu en arrière, le prisme d'accrétion qu'on a vu tout à l'heure lors de la subduction, il est formé principalement de ces radiolarites. Donc ce complexe, il est toujours comme ça, formé de cette succession. Et on a là, nota bene, les radiolarites sont des sédiments composés essentiellement de coques siliceuses de micro-organismes vivant dans les grandes profondeurs des océans. Donc c'est purement océanique. Alors, en se basant sur la figure 3 et sur vos connaissances, donnez une définition du complexe ophiolitique. Donc, le complexe ophiolitique, c'est un ensemble de quoi? De roches qui caractérisent la croûte océanique. D'ailleurs, on a dit que la croûte océanique a pris naissance au niveau de la dorsale océanique, là où il y a eu des éruptions en permanence au niveau du rift océanique, ce qui a entraîné une distension, une expansion des fonds océaniques. Maintenant, on va essayer de donner une définition d'une nappe de charriage. C'est l'ensemble de couches géologiques que lors d'une orogénèse, c'est la formation des chaînes de montagne. Orogénèse, la genèse c'est la formation, oro c'est chaîne de montagne. Se sont décollées, c'est-à-dire les couches géologiques se sont décollées du socle géologique, déplacées sur de grandes distances. On parle alors de terrain alloctone, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou les terrains alloctones par opposition aux terrains autochtones. Bien, alors, maintenant, à partir de l'analyse de la figure 2, proposer une explication à la présence du complexe ophiolitique et des radiolarites à l'affleurement du continent, puis déduire le phénomène responsable de la formation de la chaîne d'Oman. Donc l'hypothèse ou les hypothèses, on peut
dictée de majeures hypothèses, bien sûr logiques, hein. Soit que, avant bien sûr de bien se concentrer sur la coupe géologique en a, le fait d'avoir un affleurement de matériaux océaniques, ou plutôt de la couche océanique, c'est-à-dire, comment on l'appelait déjà, la croûte océanique, le fait de la voir sur la surface, soit qu'il y a en cet emplacement qu'il y avait un océan qui a disparu, c'est-à-dire son eau a disparu, ou bien il y a eu déplacement, comme on l'a dit maintenant, un chevauchement, une nappe de charriage d'un matériel océanique sur le matériel continental. Donc on va essayer de s'en assurer. Mais l'assurance, la preuve qui vient tout de suite, c'est que au niveau de cette partie de Oman, il y a des fenêtres sur ces couches du complexe ophiolitique. On trouve des fenêtres, de grandes fenêtres bien sûr, par lesquelles on s'aperçoit, comme le montre la coupe de la figure 2, où se trouve au-dessous de ce complexe ophiolitique, se trouve la croûte continentale. Donc ça reste l'hypothèse qui dit que la croûte océanique a chevauché sur la croûte continentale. Bien. Maintenant, on va passer les étapes de la formation de la chaîne d'Oman. Et on va attaquer maintenant le document 6. Le document 6, comme vous voyez sur l'écran, je vais le relire afin que ça soit encore bien clair. Et on va discuter les étapes géologiques de la formation de la chaîne d'obduction. La figure 1 retrace le rapprochement de la plaque africaine et la plaque eurasiatique à travers les aires géologiques ayant conduit à la formation de la chaîne d'Oman. La figure 2 montre les étapes de la formation de cette chaîne montagneuse selon Michard. À partir des figures 1 et 2, décrivez les étapes de formation de la chaîne d'Oman en montrant sa relation avec, bien sûr, la tectonique des plaques. On revient à la figure 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On a de droite vers la gauche. De droite vers la gauche, on s'aperçoit qu'il y a 100 millions d'années, il y avait la mer qu'on a appelée lors du rappel le Tétis, qui sépare un reste du Tétissin, qui sépare la plaque eurasiatique avec la plaque africaine ou la plaque arabique. Il y a cette mer de Tétis. Quand on parle de mer de Tétis, c'est-à-dire le fond, on a toujours le complexe ophiolitique qui compose bien sûr le fond de cette mer. Au niveau de moins 85 millions d'années, toujours on remarque que l'épaisseur
de la mer de Tétis s'est rétréci un petit peu. Et on remarque qu'il y a une ligne qu'on lit sur la légende, que c'est une ligne de subduction, mais cette subduction, elle est au sein de la mer, à l'intérieur même, au fond de la mer. Et comme le montre la coupe, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, d'abord, si on revient à moins 100 millions d'années, on avait des flèches divergentes, c'est-à-dire il y avait une distension. Puis, à partir de moins 85 millions d'années, les flèches, c'est-à-dire les forces, se sont inversées. Et on a une compression pour le moment. Cette compression a causé une subduction intra-océanique. Je dis océanique. On avait vu la subduction entre la croûte océanique et la croûte continentale, maintenant au sein de la croûte océanique. C'est-à-dire que la croûte océanique, par le biais des forces de compression, s'est fracturée, s'est cassée, et une tranche qui est plus lourde que l'autre, celle qu'on a à notre gauche, elle est plus lourde, elle est plus dense, elle va s'enfoncer sous celle qui est plus légère. Ça continue, bien sûr, ça continue comme ça, et on remarque qu'à un certain moment, actuellement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la chaîne de Romain, elle nous montre que le continent a voulu suivre la progression de la partie qui s'est enfoncée vers les fonds, vers les profondeurs, mais il s'est fait un obstacle, elle ne peut pas continuer, et elle s'arrête, elle ne peut pas atteindre plus de 50 km de profondeur, notre cher continent. Et comme il s'est bloqué, bien sûr, qu'est-ce qui y est arrivé? C'est que la partie qui chevauche va poursuivre son chevauchement et va monter sur le continent. Et c'est ce qui explique le complexe ophiolitique qu'on trouve à Oman, au-dessus du continent. Ça va, j'espère que c'est bien clair à partir du document 6. Si on progresse de droite vers la gauche de moins 100 millions d'années vers l'actuel. Maintenant, on passe la figure 2 qui est en dessous. Ça montre toujours quelques parties pour montrer comment ça a été fait de la progression. De moins 95 millions d'années, comme je l'ai dit, il y a eu une faille et une subduction intra-océanique. Ça continue vers moins 75 millions d'années. Et là, on trouve le prisme de Wasina avec un chevauchement, un début de chevauchement de la deuxième partie de la croûte océanique qui était déjà plus légère, qui n'a pas pu s'enfoncer au début. Elle va continuer son chevauchement jusqu'à moins 5 millions d'années et on a toujours les écailles de Muscat suite aux compressions. Bien sûr, ces écailles de Muscat, ce ne sont que des fissures, des failles
suite aux compressions. Et enfin, actuellement, on a la chaîne Oman avec les nappes de charriage et de moins 5 millions d'années jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont changé car il y a le phénomène d'érosion. Cette érosion a balayé une grande partie de la croûte océanique qui est restée dans les deux sens, c'est-à-dire au milieu, il y a disparition d'une partie, mais il y a quand même beaucoup de restes de cette croûte océanique. C'est comme ça que les chaînes d'abduction se forment. Bien, maintenant, on passe aux chaînes de collision. Et avant ça, je peux récapituler brièvement c'est que les chaînes d'abduction résultent du phénomène d'abduction, qui est un mouvement de charriage exceptionnel d'une lithosphère océanique au-dessus du lithosphère continentale, ce qui provoque le blocage de subduction. Comment ça, le blocage? Car on a dit que la lithosphère continentale est moins dense. Et comme ça, elle ne peut pas s'enfoncer plus que ses possibilités, c'est-à-dire elle ne peut pas s'enfoncer plus de 50 km de profondeur. Ces chaînes se caractérisent par l'affleurement des ophiolites, c'est-à-dire le complexe ophiolitique, pas comme les chaînes de subduction qui ont, qui ont une caractéristique explosive et des séismes. Non, là, il y a l'absence totale des volcans et des séismes qui sont moins intenses et leurs foyers ne sont pas profonds. Présence des déformations tectoniques, surtout des chevauchements et des nappes de charriage. Et l'altitude, en comparaison avec les chaînes de subduction, l'altitude de ces chaînes est très très limitée. Et en fin de compte, la présence d'ophiolites témoigne la fermeture partielle d'un océan. Ça va? Bien. J'espère que ça soit bien clair. Donc on est passé des chaînes de subduction aux chaînes d'abduction. Maintenant, on va voir les chaînes de collision. Pour cela, on va s'attaquer au document numéro 7. Ce document numéro 7, et avant de s'attaquer à ce document 7, la première leçon, on a vu qu'on a trois types de, récapitulons, on a trois types de chaînes de montagne récentes, de subduction. Grand exemple, c'est les chaînes des Andes. Les chaînes d'abduction, c'est chaînes d'Oman. Les chaînes de collision, on a deux types, les Alpes et l'Himalaya. Maintenant, on va s'attaquer à ces chaînes de collision. On va voir le document 7. Comme vous le voyez sur votre écran, on va attaquer ce document 7 très vite. En gros, collision, ça veut dire confrontation de deux blocs de continents, de blocs continentaux. Et pour que deux blocs continentaux puissent s'affronter, c'est sûr qu'il y avait auparavant une subduction, qu'il y avait une mer ou un océan qui les sépare, puis au fur et à mesure, il y a eu disparition de cet océan. Quand on parle de disparition, il faut qu'il y ait une subduction. Donc une collision, c'est sûr qu'elle a été devancée par une subduction.
Et en fin de compte, cette subduction est arrivée à son terme et ça a fini par un rapprochement des deux continents qui vont se confronter. Et cette confrontation, ça nous donne une collision, d'où des chaînes, d'où le nom de chaîne de collision. C'est bon, bien. Ça, c'est en gros. Maintenant, on va voir en détail comment ça se fait et comment on peut arriver à comprendre tout ça. On commence par le document 7, comme vous le voyez, sur l'écran. On va le lire ensemble. L'Himalaya, donc on a pris l'exemple de l'Himalaya, est une chaîne de montagnes s'étirant sur plus de 2400 km de long et large de 250 à 400 km, qui sépare le sous-continent indien, donc un continent indien, avec, du plateau tibétain, qui est le sud d'Asie. L'Himalaya abrite 14 sommets de 8000 mètres d'altitude, dans l'Everest, qui culmine à 8850 mètres. Donc 14 grands sommets, plus de 8000 mètres. La figure 1 représente une carte géologique simplifiée de cette chaîne, et la figure 2 représente une coupe géologique selon l'axe AA'. Alors, l'axe AA', c'est au milieu, à côté de 8080 de 61, je crois, ça. Il y a A' au-dessous, voilà. La plaque lithosphérique indienne. On trouve des ophiolites au sommet. Donc les ophiolites, toujours, c'est la croûte océanique. Ça se trouve au sommet des altitudes qui dépassent les 8000. C'est bizarre. Puis des sédiments. Ces sédiments sont d'origine marine et des sédiments du prisme d'accrétion. Tout ça, c'est un témoignage qu'on a des résidus de la croûte océanique, ou plutôt d'un océan, qui se trouvait entre le Tibet et l'Inde. Maintenant, on passe la figure 2. Elle prouve tout ça. On a des sédiments marins déformés. Des sédiments marins, c'est-à-dire des sédiments qui ont été formés au niveau de la mer. Et en dessous, on a une base de la croûte terrestre de la plaque indienne non déformée. Donc on a un socle, une base, sur laquelle se trouve du matériel d'origine océanique. Donc ça prouve ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette chaîne de montagnes, avec des altitudes plus de 8000 mètres, sur lesquels on trouve des restes de sédiments, de matériaux océaniques. Ça prouve toujours la question: dégager les caractéristiques structurales, tectoniques et pétrographiques à partir des deux figures 1 et 2. Alors, à partir des deux figures, on peut dégager les caractéristiques structurales suivantes. Glissement d'un terrain sur un autre et présence de racines crustales, c'est-à-dire une croûte. Le cristal, c'est relativement à une croûte qui dépasse 70 km dû à l'approfondissement de la limite de la discontinuité de mots qui sépare la croûte avec le manteau, suite à l'augmentation de la hauteur qui dépasse 8000 mètres. Les caractéristiques tectoniques, présence de failles, on trouve que tout est plissé, tout est cassé, présence de failles et des plis dus à la force de compression entre les deux plaques.
Pétrographique, c'est-à-dire relativement aux roches, présence d'ophiolites et sédiments marins, ainsi que le prisme d'accrétion. Tout ça témoigne de la fermeture d'un ancien océan. La présence de granodiorites indique que la région, on l'a dit tout à l'heure, les granodiorites et ou les granitoïdes, ça témoigne que la région a subi une subduction. Et ces deux types de roches n'ont pas trouvé la possibilité d'exploser en volcan, ce qui a donné ces roches de structure grenue. Tout ça témoigne que la région a subi une subduction ancienne. Maintenant, on passe le document 8 qui va nous donner une conclusion générale de la formation de ces chaînes de montagnes qu'on a appelées chaînes de collision. Comme vous le voyez sur votre écran, on a le document 8, on a la figure A et la figure B. Ça retrace ce qu'on vient de dire. La figure A, ça nous donne l'emplacement de l'Inde depuis moins 71 millions d'années jusqu'à actuellement. C'est-à-dire, moins de 71 millions d'années, elle était proche du continent africain. Elle a eu un déplacement entre moins 55 vers le coup de moins 40 millions d'années, elle était presque à côté de l'équateur. Petit à petit, elle commence à se rapprocher du Tibet, c'est-à-dire le sud de l'Asie, ou l'Eurasie. Et à partir de moins 10 millions d'années, ça commence à se confronter, à avoir une collision avec ce continent. Ça, c'est la figure A. La figure B montre la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Ce sont les étapes de formation de l'Himalaya. Alors, les étapes, de 1 à 4, on trouve un rapprochement de la plaque indienne vers la plaque eurasiatique, sous l'action des forces convergentes, subduction de la lithosphère océanique. Puis, 2, vous trouvez qu'il y a eu un blocage, c'est-à-dire les deux blocs continentaux se sont rapprochés. Le mouvement va trouver un obstacle, ne peut pas se poursuivre facilement. Donc le blocage de la subduction est fermeture de l'océan. Poursuite en 3 des forces de compression entraînant l'effondrement. Conduisant à l'affrontement des deux blocs continentaux. Et par la suite, c'est la collision des deux masses continentales. Et la poursuite de ces mouvements va générer toujours des déformations, plis, failles, etc. Et nappes de charriage. Et ça va entraîner par la suite un raccourcissement, épaississement et surélévation de la croûte continentale et formation de la chaîne de collision. Et enfin, la présence d'une suture ophiolitique. Une suture, suture, c'est-à-dire là où les deux blocs se sont rapprochés, se sont réunis, entre les deux, il va y avoir un emprisonnement, si j'ose dire, de la croûte océanique, et par elle, on trouve que, comme si, grâce à elle, c'était une colle qui a collé les deux blocs. C'est la raison pour laquelle on l'appelle suture ophiolitique. Suture, c'est ophiolitique, relativement l'ophiolite qui caractérise la croûte océanique. Une suture ophiolitique représentant la limite des deux plaques. Bien, j'espère que c'est bien clair pour ces chaînes de montagnes. Alors, je récapitule très vite. On a 3 types. Comme je l'ai commencé au début, je vais finir avec 3 types de
Une chaîne de montagne, c'est très facile. Chaîne de montagne de subduction. Deuxième d'abduction. Troisième de collision. Subduction, un seul exemple, bien clair, à chaque fois on le trouve quelque part, un sujet ou un article, etc., sur les chaînes des ondes, donc c'est la subduction. C'est quoi la subduction? C'est l'enfouissement de la croûte océanique ou de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, bien clair. Deuxième, bien sûr, ça ramène tout le bagage avec les foyers sismiques, le plan de Benioff, l'anomalie thermique négative, le volcanisme explosif andésitique. C'est bon, bien. Maintenant, on passe le deuxième type de chaîne qu'on appelle chaîne d'abduction. Exemple clair, c'est Oman. D'abord, c'est une subduction intra-océanique qui finit par un chevauchement, un affleurement de la croûte océanique, car la croûte ou la lithosphère continentale ne peut pas suivre la lithosphère océanique pendant son enfouissement au fond. Comme je l'ai dit, elle ne peut pas s'avancer plus de 50 km de profondeur. Les preuves que c'est une chaîne d'abduction, c'est qu'on trouve sur des distances, de grandes distances, des dizaines de kilomètres, des affleurements, des restes de complexes ophiolitiques et des sédiments marins sur le continent ou sur la lithosphère continentale. On a dit que ces chaînes ne sont pas très hautes, c'est-à-dire leur altitude est vraiment très limitée, avec presque absence de séismes, sinon quelques séismes qui ne sont pas de très profonds foyers, et absence de volcanisme. Et enfin, les chaînes de compression ou de collision, exemple les Alpes, à partir de l'ouest de l'Europe et le nord-ouest de l'Afrique, toute la chaîne va jusqu'à l'Asie, où on trouve l'Himalaya. Tout ça, c'est la collision. La collision, comme je l'ai dit au début, c'est le résultat ou la fin d'une subduction qui a entamé son processus, d'où l'océan a disparu et le reste de la croûte océanique s'est emprisonné entre les deux blocs continentaux, ce qui a donné une suture ophiolitique. Et par là, sachant que la compression et la collision, ça date de plus de 10 millions d'années de compression, ça donne toujours, et ça, c'est toujours jouable, ça donne une altitude qui culmine maintenant vers les 8000, j'ai dit tout à l'heure, 8800, c'est ça. Presque 8800, plus que 8800, 8850 presque, c'est ça. Bien, j'espère que c'est bien clair pour les chaînes de montagne, pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous compreniez tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Merci de votre attention et bonne chance. Bye.